Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Jeudi 21 juillet 2022, merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les principales articulations. 26e commémoration des massacres de Wugendana à ces génocides Canada demande à l'ONU de faire appliquer son rapport recommandant une justice pénale internationale. Les cas de contamination au virus du corona augmentent ces derniers temps au Burundi. La contamination est aussi locale qu'importée. Et enfin, l'ONU vole au secours des victimes de la fièvre de la vallée du Rift. Plus de 300 000 personnes vont être assistées. Tout de suite, le développement. Sécurité d'abord, un jeune homme a été tué à coups de poignard ce jeudi matin sur la colline Mutara en zone Maramvia, commune Mutimbuzi dans la province Bujumbura. Les informations en provenance de cette localité indiquent que la victime nommée Égide Singaimana a été tuée par un certain Adrien. Les deux sont des Imbonerakure de la même colline de Mutara. Les mêmes sources font savoir que l'Imbonerakure Adrien, accusé depuis un certain temps, feu Égide Singaimana de coucher avec sa femme. Le présumé auteur du crime a été arrêté par la police puis conduit au cachot de la zone Rubirizi. Nos sources ajoutent également que le corps de la victime a été évacué vers l'hôpital de Manda, c'est dans la province Bubanza. Commémoration ce 21 juillet du 26e anniversaire des massacres de 648 rescapés Tutsi du site de Wugendana en province Gitega. Ces rescapés des massacres de 1993 ont été sauvagement assassinés par les combattants du CNDD encore au Maki. À cette occasion, l'association de lutte contre le génocide, AC Génocide Canada, a sorti un communiqué à travers lequel il demande à l'Organisation des Nations Unies de mettre en application son rapport S-1996-682, paragraphe 496, qui recommande un tribunal pénal international pour le Burundi. Suivez plutôt Dr Emmanuel Murunziza, secrétaire de l'AC Génocide Canada. À l'occasion de la commémoration du génocide contre les Tutsis à Wugendana le 20-21 juillet 1996, génocide perpétré par les miliciens terroristes du CNDD-FDD, l'association de lutte contre le génocide AC Génocide Canada a rendu public son communiqué par lequel il s'incline d'abord devant la mémoire de ces innocents tués juste parce qu'ils étaient nés Tutsis. L'association de lutte contre le génocide AC Génocide Canada tient d'abord à rappeler que le camp de déplacés de Wugendana ne constituait nullement une cible militaire et que de ce fait ne devait faire l'objet d'aucune attaque, si ce n'est que de la part de personnes désireuses d'exterminer le groupe social Tutsi. AC Génocide Canada rappelle que c'est pour cette raison que ces miliciens terroristes et génocidaires ont attaqué ce camp de déplacés, faisant 648 victimes, principalement des femmes et des enfants rescapés, des veuves et des orphelins qui avaient perdu les leurs des mains de ces mêmes criminels impunis et impénitents. AC Génocide Canada tient à rappeler que cette commémoration intervient au moment où, dans la sous-région, la rhétorique génocidaire anti-Tutsi regagne de vigueur, surtout en République démocratique du Congo, où au cours du deuxième semestre de l'année 2022, il y a eu des manifestations et des attaques prétendument visant les Rwandais, mais en réalité s'attaquant principalement aux Tutsis, comme cela a été montré par le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, sorti fin de printemps 2022. AC Génocide Canada a également souligné à l'occasion qu'il incombe à l'Organisation des Nations Unies de mettre en application les recommandations de son propre rapport portant le numéro S-996-682 par lequel l'Organisation des Nations Unies recommandait la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour le Burundi
et que dans la même logique, les Nations Unies devraient mettre en application une clause particulièrement importante pour le Burundi, donc clause de l'accord de paix de Lusaka pour la RDC qui a été signé à Lusaka en 1999. Au Burundi, les cérémonies de commémoration de ces massacres de Bugendana ont été reportées pour dimanche prochain. Justice sans transition, l'emprisonnement de Marie-Chantal Nijimbele, habitant au chef-lieu de la province Makamba, constitue une violation grave du droit national et international. Réaction de maître Janvier Bigirimana qui explique qu'en cas d'un procès civil, la non-comparution devant la justice n'est pas répréhensible par le code pénal du Burundi. Maître Janvier Bigirimana demande également aux autorités hiérarchiques du procureur de la République en province Makamba, qui garde la femme sous les verrous depuis une semaine, de lui rappeler qu'il est tenu de respecter la loi. Suivez Janvier Bigirimana, homme de droit. L'arrestation suivie d'emprisonnement que subit cette femme de Makamba est illégale et arbitraire parce que il n'y a aucune loi, que ce soit le code pénal burundais, la constitution ainsi que les instruments juridiques internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi, qui prévoit qu'une personne puisse être incarcérée ou poursuivie pénalement à la suite d'une absence dans un procès civil. Il est important aussi de signaler que lorsqu'on a une dette civile ou lorsqu'il s'agit d'un procès purement civil, le rôle du procureur est très limité et ne peut intervenir que juste pour l'application de la loi, mais non pas pour interpeller, incarcérer ou intimider de quelque manière que ce soit les parties à un procès civil. Nous demandons donc que le respect de la loi soit effectif et que cette dame puisse être libérée sans aucune autre condition, parce que l'emprisonnement qu'elle subit est contraire à la loi et contraire à la logique même de l'intervention ou du rôle d'un magistrat du parquet, parce que, comme on le dit, il ne s'agit pas d'un procès pénal, il n'y a aucune infraction qui a été commise et on ne peut pas être poursuivi ou emprisonné pour une infraction qui n'a pas été prévue par le code pénal. Le code pénal burundais, dans toutes ces dispositions, ne prévoit pas aucune sanction pénale à l'endroit d'une partie dans un procès civil qui s'absente à une audience. Nous pensons donc que pour toutes ces raisons, le magistrat en question devrait intervenir justement pour libérer la personne, ou ces autorités hiérarchiques devraient tout faire pour que la loi soit respectée et que cette violation de la loi soit cessée sur le champ, et des mesures disciplinaires ou administratives devraient être prises à l'encontre de son magistrat justement pour que les droits de ces femmes soient garantie et respectée, notamment par l'intervention des autorités judiciaires hiérarchiques. Gouvernance à présent, certains conseillers communaux de Kiremba accusent certains responsables du parti CNDD-FDD de s'être opposés à la destitution de l'administrateur. Ils révèlent pourtant que cet administrateur détourne les fonds de la commune depuis l'année passée. Émile Nivasumba. Certaines allégations de détournement de fonds de la commune Kiremba dans la vente des maisons et terrains, dans la réparation d'une benne à hauteur de plus de 21 millions de francs burundais par l'administrateur, alors que le conseil communal avait décidé de la vendre, ont été mises en évidence à partir de l'année 2021. Mais c'est dans la réunion extraordinaire du 19 janvier 2022 que le conseil communal de Kiremba a affirmé que l'administrateur a violé la loi. Dans certains cas, nos sources à Kiremba indiquent qu'après cette réunion, le président du conseil communal a subi des intimidations jusqu'au 16 février 2022 lorsqu'il a été convoqué puis passé à tabac dans les enceintes de la permanence communale du parti CNDD-FDD. Par la suite est apparue la lettre de démission. Selon cette correspondance du 27 juin 2022, Jérémy Shimirimana quittait le conseil communal pour des raisons de santé. Nos sources à Kiremba indiquent pourtant que le président du conseil communal a été obligé de signer la lettre par des Imbonerakure qui pointaient une arme sur lui. Selon les mêmes sources, ces Imbonerakure avaient été envoyés par le secrétaire du parti CNDD-FDD à Kiremba, Pascal Habiakare, ce qu'il a nié lorsque nous l'avons contacté. Certains conseillers communaux indiquent qu'après ce cas subi, Jérémy Shimirimana, aucun membre du CNDD-FDD n'ose actuellement parler de ce qui ne marchait pas au conseil communal. En attendant le remplacement de Jérémy Shimirimana, le conseil communal de Kiremba compte actuellement 51 membres
31 en provenance du parti CNDD-FDD et 20 dont Agathon Gwassa étant des membres du parti CNL. Merci à toi, Émile Nibasumba. Et le manque d'eau potable au campus Rohero de l'Université du Burundi démontre à suffisance le problème de gouvernance à cette université. Réaction faite par un professeur d'université. Libera Nibashira-Kandi déplore que ce problème ne soit pas malheureusement le seul auquel les étudiants font face dans cette université. Suivez le professeur Libera Nibashira-Kandi qui propose également des solutions à ce problème de pénurie d'eau. Ce qui se passe au campus Rohero, le manque d'eau, prouve à suffisance un problème très sérieux, une véritable crise de gouvernance de l'Université du Burundi. C'est sidérant que des éminents professeurs qui pilotent l'enseignement universitaire après avoir fréquenté les meilleures universités européennes et sous les frais du contribuable burundais ont détruit de façon délibérée les structures intermédiaires, notamment l'organisation des étudiants, le système de représentation des étudiants aux organes de prise de décision, si je me permets le terme, l'imbonerakurisation de toutes les structures. Comme conséquence, premièrement, il y a eu l'intensification de la vulnérabilité des étudiants, pré-bourse imposée, jamais donnée dans les délais requis, plus de restauration des étudiants, vétusté des homes universitaires, problématiques de gestion et de rénovation des amphithéâtres, etc. À cela s'ajoute le manque d'eau et le grand problème d'hygiène qui risque d'hypothéquer la santé des étudiants. Alors, quelles sont les solutions pour sortir de ce délabrement? D'abord, l'Université du Burundi regorge de compétences qui peuvent contribuer à proposer des solutions urgentes, notamment des conteneurs d'eau, le stockage de l'eau des pluies, la mobilisation des camions-citernes pour approvisionner en urgence l'eau en quantité suffisante à l'ensemble de la communauté universitaire du campus Rohero. Deuxièmement, remettre sur les rails le service de la régie des œuvres universitaires, plutôt que de le privatiser, lui doter des ressources humaines compétentes et non des corrompus ou des corrupteurs, afin qu'elle mette en place des plans de rénovation des immeubles, revoir le système de tuyauterie des artères qui approvisionnent les campus et augmenter la quantité distribuée. Sa réaction vient après que les étudiants fréquentant le campus Rohero ont alerté qu'ils risquent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène, car depuis 4 jours, ils n'ont pas d'eau pour faire la propreté des latrines. Je vous l'avais dit dans les titres, le Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU alloue $1 million à la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift au Burundi. Cette somme va aider dans les zones touchées par la fièvre de la vallée du Rift. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Près de 340 000 personnes des zones touchées par la fièvre de la vallée des Rift au Burundi bénéficieront sur cette somme d'$1 million. Selon un communiqué de presse sorti à Bujumbura ce 20 juillet par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, c'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, qui a débloqué cette somme. Selon son communiqué, Damien Mama, coordinateur résident des Nations Unies, a indiqué qu'actuellement 50% des personnes les plus vulnérables du pays ciblées par le plan de réponse humanitaire pour le Burundi vivent dans les provinces où la fièvre de la vallée des Rift est la plus présente. Or, selon son communiqué d'OCHA au 19 juillet, le plan de réponse humanitaire avait reçu 5,1% des $182 millions nécessaires. Ce niveau de financement extrêmement bas entrave cette activité. Pour ce communiqué signé OCHA, la fièvre de la vallée du Rift touche principalement le bétail, notamment les bovins et les petits ruminants. L'élevage est l'un des secteurs clés de l'économie du Burundi. Elle représente, selon le communiqué, 14% du PIB. OCHA estime donc que la perte de bétail pour les agriculteurs a des conséquences considérables sur les moyens de subsistance des habitants, des conséquences qui représentent des pertes à la fois d'actifs et de sources de revenus
poussant ainsi des familles entières dans la pauvreté, l'insécurité alimentaire et une malnutrition plus profonde, du moins selon le communiqué de presse de OCHA. Cette organisation onusienne précise qu'aucune infection humaine n'a été rapportée au Burundi, bien que cela reste une possibilité, notamment par les moustiques ou par contact direct avec des animaux infectés. Dans l'entretemps, la crainte de propagation à grande échelle de la fièvre de la vallée du Rift est signalée en commune Nyanzarake de la province Makamba. Cette commune connaît déjà des cas de cette maladie et la stabilisation n'est pas observée. Pire encore, craignent les habitants de la commune, la propagation de cette fièvre peut également être transprovinciale vu la pratique de la transhumance dans la province voisine de Lumongue. Les détails avec Dani Claire, Ilatkoumva. La fièvre du Rift Valley s'est déjà déclarée sur les collines Limbo et Ruvindi, toute de la zone Mukungu en commune Nyanzarake. Toutefois, cette maladie pourrait s'éteindre dans d'autres localités car la mesure de la stabilisation permanente n'est pas observée. Notre source témoigne. Sur la colline Limbo de la zone Mukungu, il y a déjà eu 5 cas de vaches atteintes de la maladie, mais toutes sont guéries. Aucune d'entre elles n'est morte. Sur la colline Ruvindi, on soulève également 2 cas de vaches atteintes, mais aucune n'est morte des suites de cette maladie. La mesure de stabilisation permanente n'a existé qu'en laps d'autres. Ici chez nous, les chèvres, les vaches ou les motos broutent sur les collines. À Nyanzarake, par exemple, dans les localités de Bugo et Mugerama, on sort aisément le bétail pour émener paître sur les collines. Cette maladie pourrait aussi gagner du terrain en franchissant les limites provinciales pour attaquer d'autres provinces. C'est suite à la pratique de la transhumance qui s'observe en province Lumongue. En zone Kigwena, par exemple, les vaches sont sorties pour aller paître sur les collines. Et d'ailleurs, il y a eu même la transhumance ces derniers jours. Des vaches qui sont venues de Vianda pour Kigwena et ont compté de laisser à Kigwena ira tout cet été. Les habitants de la commune Nyanzarake indiquent en effet que malgré cette menace, les autorités administratives de cette commune n'inquiètent en rien ce qui viole la mesure de stabilisation permanente, sauf qu'elle conseille aux éleveurs d'isoler les vaches qui seraient atteintes de cette maladie. En province Cibitoke, la stabilisation permanente n'est pas aussi observée et la violation de cette mesure se généralise petit à petit. Certains éleveurs expliquent que cette mesure n'a jamais été respectée même par les autorités qui l'ont prise. Plus de détails, c'est avec Francine Mahoro. Ces éleveurs de la province de Cibitoke indiquent qu'ils ont essayé de respecter la mesure de stabilisation permanente au début, même si la tâche n'était pas facile. Mais actuellement, nombreux font paître le bétail en dehors de les enclos. Notre source à Cibitoke fait savoir que ces éleveurs l'ont décidé ainsi parce que les autorités, elles aussi, ne l'ont jamais respecté. Il cite, entre autres, l'exemple de Gervin de la Kobucha, le ministre de l'Intérieur. Nos sources affirment que les voisins de cette autorité font paître le bétail dans des propriétés sans aucun souci. Ils font paître leur bétail à la 3e transversale. Avec un phénomène nawa, ils font paître dans des propriétés d'autres et personne n'ose les en empêcher. Leurs voisins ont aussi décidé de faire paître leurs vaches dans les propriétés. Nombreux le font. Ils ont vu que les autorités ont pris une mesure mais qu'elles ne l'ont pas appliquée. Les peureux ont au début laissé leur bétail dans l'état, mais après avoir vu que le ministre de l'Intérieur va les faire paître et aussi le font leurs vaches partir. Nos autorités ne prennent pas des mesures pour l'intérêt général, mais plutôt prennent des mesures pour opprimer les citoyens. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Karem Bizoza, le gouverneur de la province Cibitoke, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi aussi Francine Mahoro. Et pour rappel, le gouvernement n'a pas mis en application la plupart des mesures préalables à cette politique de stabilisation permanente. On peut citer entre autres la disponibilité et la vulgarisation des semences fourragères, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage, la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs
vendeurs ainsi que la détermination des zones publiques d'élevage. RPA. C'est toujours le journal de la RPA. Parlons santé à présent. Montée des cas de Covid-19 au Burundi. Le rapport de situation sur la réponse à la pandémie due au coronavirus, rédigé, publié le 19 juillet 2022, montre que le nombre de cas de personnes atteintes du virus augmente du jour au lendemain, aussi bien pour la population interne que pour des cas importés. Le point avec Eric Nyonzima. Les résultats du dépistage du 18 juillet 2022, comme on peut le lire dans le rapport de situation sur la réponse à la pandémie du corona rédigé et publié le 19 juillet 2022, montrent que sur un total de 1431 prélèvements dans la communauté, le nombre de cas positifs a été de 158. Donc le taux de positivité dans la population interne est de 11,04%. Sur les 158 cas, 82 ont été dépistés dans Bujumbura, la capitale économique. La commune Vumbi, en province Kirundo, a occupé la deuxième place quant au nombre de cas positifs. Sur les 158 cas, elle a connu 20 cas positifs. La commune Matana, en province de Bururi, occupe la troisième place. Elle en a connu 10. Kitega, la capitale politique du Burundi, a enregistré 8 cas sur le dépistage du 18 juillet. Selon le rapport du ministère au cours de ces derniers jours, le taux de positivité dans la communauté est de 8,59%. Sur 6739 prélèvements, on a trouvé 579 cas positifs. Les jours précédents, le rapport montrait le taux de positivité était de 3,98%. Sur 5103, l'on avait trouvé 203 cas positifs. Donc, selon le rapport, la hausse est de 185% du nombre de nouveaux cas au cours de cette dernière comparé aux 7 jours précédents. De même, selon ce rapport, le nombre de cas importés a connu une augmentation de 57% au cours de ces derniers jours, alors qu'on a trouvé 118 cas les 7 derniers jours. Les 7 jours précédents, on avait trouvé 75 cas positifs. Il est à signaler que jusqu'au 18 juillet, le cumul national de vaccination était de 16 691, soit 0,13% de la population générale. Le Burundi avait reçu ses premières doses de vaccin anti-Covid en mi-octobre 2021, alors que l'objectif de l'OMS était que chaque pays ait vacciné 70% de sa population à la mi-2022. Eric Nyonzima. Et enfin, les habitants de la commune et province Rutana dénoncent les spéculations des vendeurs des boissons de la Braroudi sur le prix officiel d'une bouteille de boisson alcoolisée. Ces vendeurs ajoutent une somme comprise entre 500 et 1000 francs burundais. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Ces habitants de la commune et province de Rutana qui dénoncent la spéculation sur les boissons de la Braroudi faites par les vendeurs sont ceux du quartier Bilongozi. Ils font savoir que ces vendeurs ont augmenté une somme comprise entre 500 et 1000 francs burundais par rapport aux prix officiels pour les boissons alcoolisées. Les vendeurs du quartier Bilongozi de la commune et province de Rutana sont pointés du doigt dans la spéculation sur ces boissons de la Braroudi. Le prix officiel d'Amstel est de 1900 francs burundais, mais souvent entre 2500 et 3000 francs burundais. Celui de la Primus est de 1500, mais souvent actuellement entre 1700 et 2000 francs burundais. Plus étonnant, cette spéculation se fait au vu et au su des autorités administratives. Les habitants de Rutana demandent que cette spéculation cesse. Nous demandons que les prix officiels des boissons de la Braroudi soient respectés, que ces vendeurs ne spéculent plus comme ils veulent. Ce qui nous étonne, c'est que les administratifs ne réagissent pas à cette situation, qu'ils sortent de leur silence, car parfois on pense qu'ils sont complices dans cette spéculation. Le non-respect des prix sur les boissons de la Braroudi s'observe également au quartier de Kalindo, de la même commune de Rutana, selon toujours nos sources. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Eric Naimera, administrateur de la commune de Rutana, mais sans succès. Merci à toi Emmanuel Nyungeko, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous au micro. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous.